Bienvenue à tous ceux qui sont venus ici, bienvenue à tous ceux qui sont en distanciel. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est l'utilisation des jumeaux numériques. Alors, jumeaux numériques, c'est une expression qui a un certain succès dans les médias. On voit souvent maintenant, c'est un petit côté Blade Runner. On ne sait pas ce qui se passe réellement, mais on a l'impression qu'on comprend. Et je pense qu'on ne comprend pas forcément très bien, mais j'espère qu'après cet exposé, on comprendra beaucoup mieux de quoi il s'agit et ce qu'on peut faire. Et donc, on a des spécialistes qui vont nous en parler, qui viennent de la société Sonabim, qui est une start-up récente, spécialisée dans l'utilisation des jumeaux numériques, qui a été fondée entre autres par Emmanuel Saurin, qui est ici, donc il nous vient de Nantes. Il a travaillé dans le BTP, l'architecture, avant de créer Sonabim, et qui a été rejoint par Alfredo Pedreros, qui lui vient du Chili, mais qui a travaillé pendant longtemps chez EDF dans la production thermique. Donc le plus simple, c'est que je leur laisse la parole maintenant et on vous rejoindra pour les questions tout à l'heure. Très bien. Merci beaucoup de votre invitation. Je suis Emmanuel Saurin. Je suis architecte de formation, enfin, je suis toujours architecte. On est basé à Nantes, comme vous l'avez dit, et ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans ce qu'on appelle le BIM. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Le BIM, c'est un acronyme anglais, Building Information Modeling. Ça s'est transformé en jumeaux numériques, mais le socle technologique des jumeaux numériques, la plupart du temps, c'est le BIM en fait. Voilà. Alfredo, je te laisse te présenter peut-être. Oui, donc moi, c'est Alfredo Pedreiro, j'ai travaillé longtemps à EDF dans la production thermique, dans les études de recherche. Hein. Et après, je suis passé à l'équipement, dans lequel j'ai travaillé surtout dans le domaine de la mise en service des unités de production. Hein. Et voilà, globalement, c'est ça mon trajet. À mon passage pour les études de recherche à l'époque à EDF, à Clamart, j'avais travaillé j'avais un sujet de thèse sur la simulation assistée par ordinateur. Et l'idée, c'était de simuler la sortie des générateurs de vapeur des centrales nucléaires. Donc, on travaillait surtout dans la partie algorithme de collision. Et de là, les idées de venir vers la 3D, l'animation, avec des outils plus modernes. À l'époque, on n'arrivait pas à faire, aujourd'hui, par exemple, une centrale thermique comme Olarivo, par exemple, qui fait 120 MW, on arrive à la mettre dans un PC et à jouer avec la maquette. À l'époque, c'était impossible. On avait des gros ordinateurs pour faire les calculs et puis on n'arrivait pas à mélanger l'image et les mouvements correctement. Hein. Donc aujourd'hui, c'est possible. Donc c'est pour ça que je suis venu un peu à m'intéresser à nouveau à la simulation. Donc on s'est rencontrés il y a 3 ans au moment de la création de Sonabim avec Alfredo. En plus de notre attrait commun pour le Chili, on a vécu... Il a étudié à Valparaiso. J'ai vécu 2 ans à Valparaiso, donc forcément on avait quelque chose en commun. Et la simulation numérique par-dessus ça, on s'est dit, on va réfléchir ensemble. Et je pense que ce qui nous réunit aujourd'hui par rapport à cette présentation, c'est on a 30 ans d'écart à peu près. On a vraiment un lien intergénérationnel et qui est tissé par le numérique. Et donc je vais vous raconter tout ça, on va vous raconter tout ça pendant cette présentation. Donc pour nous, Sona, BIM, le jumeau numérique, c'est un vecteur de performance. C'est-à-dire qu'on a vraiment tâtonné pas mal. Comme je vous ai dit, je viens d'architecture. L'architecture a beaucoup moins d'intérêt, même s'il y a des intérêts quand même, à utiliser le BIM que l'industrie. L'industrie a vraiment un gain énorme à investir dans la numérisation de ses installations pour aller chercher de la performance. Donc, je passe quelques clients avec qui on travaille, des clients qui sont liés enfin, des gens que vous connaissez. Donc, on est avec VGP, on est sur l'Arivo. Donc là, une centrale thermique là, qui est en train de sortir de terre en Guyane, 120 MW, c'est du thermique, du bioliquide. On a fait le siège de Nantes GRT Gaz. On travaille sur des solutions en ce moment avec Suez
des solutions autour de ce qu'on appelle le MEP, Mechanical, Electrical and Plumbing. Donc, c'est des outils qui permettent d'automatiser un certain nombre de choses pour Suez. Pour Clemcy, on fait des outils aussi qui permettent de router du câble sur des sites nucléaires à Cherbourg. Et puis EDF PEI, c'est le client final avec VGP. Là, je te laisse la parole parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment compris et appris au contact d'Alfredo. Forcément, je n'ai jamais vu le cycle de vie entière d'une installation électrique. Voilà, en fait, quand on a eu la possibilité de travailler avec Vinci sur les projets Larivo, 120 MW, donc c'est des moteurs d'à peu près 17 MW. Hein, et on a vu leur maquette 3D et on voyait que leur maquette 3D, à part avoir une belle visualisation des installations, ça ne nous permettait pas de l'exploiter d'une façon plus intelligente. Donc, je me suis rappelé un peu de ce qu'on faisait avec mon collègue là, au CIT à l'époque, au KENET, Centre national des équipements thermiques. Hein. Et donc, à l'époque, nos projets, hein, on faisait de la conception, on transportait les équipements, on les stockait in situ. Hein. On faisait les montages, on faisait le commissioning, l'exploitation, l'entretien. Le démantèlement, on ne pensait même pas, mais nous, on l'a rajouté. Hein. Et cette partie-là, stockage in situ, on l'a rajouté aussi un peu, hein, parce que ça nous posait des problèmes. Alors, je me suis dit, pourquoi dans toute cette chaîne-là, et profitant qu'on avait des beaux dessins, hein, comment est-ce qu'on pouvait, en fait, l'idée c'était, comment est-ce qu'on pouvait relier ces belles images à un cycle de vie d'une installation, d'accord? Et donc, bon, moi, je me rappelais qu'on avait un certain nombre de documents assez précis, hein, et on a commencé à réfléchir. Donc, au niveau de la conception, on avait les dossiers des systèmes élémentaires, donc, EDF, et tous les équipements et les installations elles sont faits à la base des systèmes élémentaires. Donc, vous prenez 120, 130, 140 systèmes élémentaires, et dans les systèmes élémentaires, vous avez des tuyaux, des câbles, des capteurs, des pompes, des vannes, tout ce que vous voulez. Et donc, on avait une codification, la codification SES, qui était la codification de base qu'on utilisait à EDF. Donc, on s'est dit, bon, tous les objets de notre dessin, on va les isoler, on va les rendre objets, et on va les rajouter les codes SES. D'accord? Donc, on rajoute les codes SES de chaque objet, et quand on a l'objet avec les codes SES, on peut les rattacher d'autres informations. D'accord? Donc, un DSE, c'est un système élémentaire qui est composé d'objets. Chaque objet du système, hein, il a des informations. Par exemple, je ne sais pas, les équipements, ils doivent être transportés d'une certaine façon. D'accord? En alternateur, on ne les transporte pas comme une vanne de 15 kg. D'accord? Et donc, les images, les cinématiques de ces opérations, nous, on les avait. Hein? Ou on pourrait les améliorer. Hein? Donc, on réfléchit au transport des objets parce qu'il y a une manutention spécifique. Après, il faut les stocker in situ. Là, on s'est rapproché des amis avec lesquels on avait travaillé, par exemple, dans les projets finlandais. Et dans les projets finlandais, la cata, parce qu'on a tout stocké et on ne savait pas comment. Hein. Donc là, stockage in situ, il y a des façons de déplacer les objets pour après les remonter. Et on peut rajouter des pastilles RFID, on les localise plus facilement. Hein. Donc tout ça, ça permet à faire des opérations de montage plus fluides. D'accord? D'accord? Donc l'image, l'opération de montage de l'objet en question, hein, plus disons l'information du DSE, des guides d'exploitation ou d'entretien, hein, ça peut nous aider. À cet stade-là, ces guides-là, ils doivent être produits système par système. Hein. Et après, la partie que moi je connaissais mieux, c'était la partie mise en service. Donc la partie mise en service, hein, on appelle ça commissioning. Hein. Nous, à EDF, on appelait ça les essais.
hein, les essais de mise en service. Donc, la même chose, chaque système a des procédures d'essai ou des principes, des programmes de principes d'essai bien spécifiques. Hein, et donc, toutes ces opérations-là, on pouvait les rattacher, hein, à nos objets. Donc, pour les gens, les connaisseurs, chaque objet, il y a une fiche type. Hein, donc, cette fiche type au datasheet, hein, en fait, est utilisée, hein, dans chaque phase du démarrage pour renseigner, hein, sur la mise en service des objets et du système et faire un point zéro de l'installation avant de rendre ça à l'exploitant. Hein. Donc, aussi des opérations, si vous voulez, des tours de passe-passe, hein, pour faire des manipulations d'aperture des vannes, de fermeture des vannes, des évaluations sur la compression. Tout peut être lié parce qu'on a cette codification SES qui nous le permet. D'accord? Après, la partie exploitation, évidemment, les G2E, les guides d'entretien et exploitation, qui est rattaché direct ou indirectement à nos cinématiques à nos dessins. Hein? Peut-être pour refaire un bref récap, on a une liste d'objets, donc un échappement, un tuyau. Chaque objet a un code. Ce code va accompagner, je sais pas ce que, voilà, comme ça. Chaque objet va être codé. Le fait de savoir en amont le code de chaque objet et que tout soit assemblé par rapport à des logiques de système va nous permettre de renseigner au fur et à mesure de chaque étape, qui sont des étapes réelles, le jumeau numérique, et ensuite d'avoir une G2E, donc un guide d'exploitation d'entretien, qui soit le plus performant possible. Dans lesquels on puisse avoir des informations, disons, plus précises de chaque opération. Là, par exemple, pour les connaisseurs, il y a des G2E aujourd'hui dans les centrales qui sont plus ou moins immuables parce que c'est de l'information qu'on utilise tous les jours. Et même avec une ancienne installation, nous pouvons, par exemple, redessiner une partie, même si ce n'est pas le jumeau numérique complet, hein, on peut prendre une partie, mettre une pastille type, comment on appelle ça, les QR codes, on fera la démonstration après. Voilà, on fera la démonstration, mais disons que ces G2E, nous voulions les rendre plus efficaces. Plus efficaces, d'accord? Donc, permettant aux opérateurs, ou aux exploitants, ou aux équipes d'entretien, de trouver des informations et visualiser, hein, ces informations d'une façon plus simple, d'accord? Après, l'entretien, bon, c'est la même chose. C'est des opérations de manutention et entretien dans lesquelles on peut rajouter des cinématiques. Dans le cas de l'Arrivo, EDF, PEI, ils demandent un certain nombre d'opérations bien précises. Par exemple, entrer un moteur, sortir un moteur. Donc, on a 7 moteurs, 7 alvéoles. Et on dit, bon, voilà, s'il y a un moteur qui brûle, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, nous, on simule la sortie d'un moteur. Hein, on les sort dans l'installation, hein, et on dit, bon voilà, comme notre cinématique est reliée à la partie planification, d'accord? Donc on peut faire l'ordonnancement de toutes les opérations et faire un scénario, faire un calcul, hein, du coup, si on les sort par là, ça va coûter tant, si on les sort par là, ça va coûter tant, d'accord? Dans les cas il va vous les montrer, il y avait des réflexions sur quel type de grue ou quelle grue est disponible en Guyane pour pouvoir sortir ces moteurs. Hein? Donc en Guyane, il n'y a pas tous les grues, hein, d'accord? Et après, les démantèlements, ça c'est venu parce qu'on avait des discussions avec les gens des Tihange qui se posaient des questions pour le démantèlement des Tihange. Hein? Et donc, nous, on leur avait proposé de faire un scan global de l'installation, hein, de repérer chaque objet
hein, et de simuler le démantèlement complet de l'installation. Hein. Et on s'appuyait en même temps avec des collègues espagnols qui ont fait les démantèlements des centrales en Espagne. Les gens ne connaissent pas très bien, mais en Espagne, on a démantelé un paquet des centrales nucléaires. Hein. Et donc, eux, ils connaissaient très bien. Donc, une discussion entre les gens qui avaient fait, qui n'avaient pas forcément les images ou les plans, et ils n'avaient pas dessiné l'opération. Et nous, on proposait à Tihange de faire l'ensemble, hein, et de faire une opération de démantèlement complète. D'accord? Équipement par équipement. Voilà. Donc Alfredo vient de vous expliquer chaque tranche de vie d'une installation de type centrale électrique. Chaque tranche de vie est accompagnée d'une documentation et chaque tranche de vie, c'est un certain type de techniciens ou d'ingénieurs qui vont être aux opérations. Et donc, aujourd'hui, le jumeau numérique, nous, ce qu'on prétend, c'est qu'il peut servir de fil d'Ariane sur toute la durée des étapes. Y compris, on peut prendre le train en route en allant sur une étape intermédiaire si on n'a rien. Y compris, on peut prendre uniquement une toute petite partie d'une zone qui pose vraiment problème. La problématique qu'on a identifiée, c'est qu'il y a des pertes d'informations et de savoir-faire dans les process aujourd'hui. Ça ne touche pas que EDF, ça touche toutes les grosses sociétés. Pourquoi il y a ce type de choses on observe ça notamment sur le numérique. Pour nous, il y a 3 problèmes essentiels. Le problème numéro 1, c'est la visualisation qui est complexe parce qu'il y a une multitude de logiciels, ça nécessite beaucoup de savoir-faire, ça nécessite d'avoir des bons ordis. Il y a une chasse une espèce de fuite en avant par rapport à la technologie. Et donc ça, c'est un vrai problème. Deuxième problème, l'archivage, il est de plus en plus difficile. Vu que la taille des fichiers augmente, il y a besoin de disques durs de plus en plus grands. Il y a besoin de cybersécurité parce qu'il y a beaucoup de malveillance. Et donc ça, c'est un vrai problème. Donc on n'a pas d'archives à jour et en plus, on a des problèmes de sécurité dans la société. Et dernier point, et ça va intéresser particulièrement Expert Connect, c'est la fracture technologique qui existe entre les jeunes recrues, les ingénieurs plus expérimentés, les technos ne sont pas les mêmes, et aussi, j'ajouterais, parce que ça c'est indépendant des générations, entre le bureau d'études et le terrain. Parce qu'on n'a pas le même matériel quand on est en bureau d'études et quand on est sur le terrain. Donc la solution, forcément, c'est le jumeau numérique. Oui ? J'ai une question sur la fracture technologique. Oui. En fait, les équipements qui sont utilisés sur ces installations sont les outils. Tiens, je peux pas aller plus fort pour ceux qui sont en liste. Pardon. Les outils qui sont utilisés sur ce type d'installation, en termes de fracture numérique, c'est des outils qui sont plus anciens, que les jeunes générations ne connaissent pas, ou c'est le contraire Où ça se situe En fait, c'est... Il y a un mix des deux, il y a une communication entre les deux. Il y a un mix des deux. Il y a un mix des deux. Okay. Et en fait, aujourd'hui, et c'est un peu notre ligne de conduite, c'est de faire simple, d'avoir du résultat, d'avoir de la performance. Et en fait, on parle beaucoup d'IA, on parle beaucoup de data analyse, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est simplement résoudre un problème de terrain, comme ceux dont Alfredo a parlé juste avant. C'est-à-dire, on a besoin de démanteler quelque chose. Combien de mètres cubes on a? Est-ce qu'on a un moyen simple de le savoir? Le reste, ça ne m'intéresse pas. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'identifier des problèmes qui soient simples, auxquels on répond par des fonctions simples, comme par exemple visualiser. Pour nous, ça permet de mieux comprendre, d'avoir des meilleures localisations, d'avoir une vue en 3D et d'avoir une vision des historiques. Et juste ça. En fait, je suis très très surpris dans mes réunions diverses. En fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent bien lire un plan. Un plan en 2D avec des codes graphiques, etc. Une 3D, par contre, ça parle à tout le monde, à condition qu'elle soit bien, que ça soit fluide, qu'il n'y ait pas de blocage, en fait. Donc, pour visualiser, nous, ce qu'on propose, c'est des solutions qui sont toutes simples. Hein. C'est des viewers qui n'ont pas forcément un aspect, exceptionnel, comme des jeux vidéo ou autres, mais
on voit la bonne information au bon moment et il n'y a pas besoin de prérequis d'installation. On passe d'un point de vue à l'autre hyper simplement. J'ai ramené des choses, je pourrais vous en faire la démonstration, mais je ne peux pas le partager à l'écran. Deuxième point qui nous semble crucial, c'est d'archiver d'une manière précise et fiable. Donc centraliser la donnée. Nous, la technologie qu'on utilise, c'est une technologie qui est entièrement cloud. Les laptops, comme ça, les ordinateurs portables, ce sont que des stations. Ça veut dire qu'on va recevoir un flux vidéo, mais on ne télécharge rien. Et ça, c'est vraiment très très important. Toutes les grosses sociétés se mettent à ça parce que il y a vraiment des gros problèmes de cybercriminalité depuis quelques temps et c'est un vrai sujet, notamment sur les installations électriques. La SNCF, par exemple, il n'y a plus de téléchargement sur les gares ou les hubs. Compatibilité avec tous les formats. Aveva, Autodesk, donc on est sur un format, on appelle ça de l'Open Beam, c'est un format ouvert, open source. Dans les cas d'EDF, PDMS, on n'a aucun problème pour traiter tous les fichiers PDMS, par exemple. On est compatible avec les logiciels de la SNCF, d'EDF, de Clemcy. Voilà. Et troisième chose, très importante, c'est la collaboration. Je parlais de réduire la fracture entre le bureau d'études et le terrain, entre les vieux et les jeunes. C'est avoir quelque chose qui soit comme cette tablette, une tablette endurcie, soit en intranet, soit en extranet, enfin en internet. Et avec un tactile, on va pouvoir tourner autour d'un grand site, aller à des rendez-vous, consulter des datasheets juste avec des petits liens super rapides. Vous allez me dire, il n'y a rien d'innovant là-dedans, mais ça marche, quoi. Ça marche, et en fait, on va pas traverser le désert avec une voiture très perfectionnée, on prend une 4L qui marche bien, quoi. Par exemple, nous, on explique très bien la mise en service d'un système avec ça à des jeunes qui n'ont jamais fait des mises en service. Il y a des ingénieurs qui arrivent, bon, on leur fait écrire des procédures, hein, mais ils ne les ont pas réalisées. Tandis que là, on peut prendre un système, on peut l'isoler et on peut se déplacer et l'expliquer. Donc plus précisément la visualisation, donc Open Beam, j'en ai parlé, ça veut dire qu'on va digérer tous les formats qui arrivent, du format, enfin, je ne vais pas parler trop technique, mais disons qu'on est vraiment interopérable. On est en mode SaaS, sécurisé, donc SaaS, ça veut dire Software as a Service, ça veut dire qu'on ouvre ça dans un navigateur. Il n'y a pas d'installation de logiciel, c'est que du flux vidéo, et donc c'est ultra sécurisé de ce fait-là. Sur tablette, donc sur device mobile, je parlais de l'anecdote pour les tunnels. Avec la SNCF, 2 minutes d'arrêt de tranche, c'est 200 000 € dans un tunnel, quand on arrête les trains parce qu'on n'a pas fini son opération. Donc ça veut dire que si on a la bonne info, qu'on a bien préparé, bien simulé, on va réduire le temps d'intervention sur site et ça permet de gagner du temps, d'économiser, de limiter aussi les risques pour les humains. Et des fonctions sur mesure et simples, ça j'en ai parlé. Archiver de manière fiable, donc on va centraliser les données dans un cloud. Sécurisation des données, parce qu'il n'y a rien de plus sécure qu'un cloud. En plus, on peut choisir maintenant les endroits où on va. Donc nous, on est chez Orange, Flexible Engine, donc le serveur il n'est pas très loin de Paris. On n'a pas de données en Russie ou de données dans des pays sensibles. Et on va intégrer des nouveaux documents dans le jumeau numérique directement, aussi simplement qu'un message WhatsApp. C'est vraiment ce qui nous guide. Aujourd'hui, même les personnes qui ont un peu plus d'âge communiquent avec leurs petits-enfants, avec ces nouveaux outils qui sont dans les smartphones. On capitalise sur ce savoir-faire-là pour pouvoir l'utiliser dans notre solution métier. Donc là, par exemple, j'ai un screenshot. J'ai la liste des objets. D'accord ? Donc tout est codifié. Les codes ECS sont présents dans la liste des objets. Je clique sur mon objet. Ça me l'affiche. Donc là, je suis sur une pompe. C'est une pompe de dépotage durée. C'est l'Arivo. Là, j'ai les propriétés de mon élément. Et qu'est-ce que je retrouve dans les propriétés ? Je retrouve la G2E,
La doc de maintenance, est-ce qu'il y a besoin de faire une doc de maintenance? Non, parce que c'est pas trop compliqué à bouger. Et puis, une doc de mise en service à renseigner, parce que c'est pas encore, on est encore en 60% projet, donc on n'a pas encore renseigné l'objet. Donc, ce que montre ce screenshot, c'est qu'on a une 3D, donc c'est très bien, c'est une 3D, on visualise, mais en plus, on a la data. Et en plus, on connecte avec la documentation métier, qui est la fameuse G2E. Là, j'ai un exemple ici. Et ce que disait Alfredo tout à l'heure, on peut aussi connecter avec les G2E existantes, même si on n'a pas le jumeau. On décide que cette zone-là, on a besoin d'en faire un jumeau, juste cette zone-là, et on va pouvoir mettre un QR code, je vous montrerai tout à l'heure comment ça marche, pour pouvoir convoquer tout ce qu'on génère avec le jumeau numérique sur une G2E ancienne. C'est-à-dire qu'on peut relier de la vieille documentation, entre guillemets, mais qui fonctionne avec une aide numérique. En fait, c'est la documentation qu'aujourd'hui, elle est vivante dans nos centrales, hein, et on pourrait rajouter un certain nombre d'informations, soit des visions, hein, qui disons, déjà à former les gens, mais à mieux comprendre l'opération qu'on doit faire. Comment on intègre les modifications en cours de construction? C'est bien, il n'y a pas de liaison entre le bureau d'études et le chantier. Oui. Il y a des modifications qui se font sur le terrain, et parce qu'on a une vision de terrain que le bureau d'études n'a pas. Comment on l'intègre, cette modification? De toute façon, il y a une équipe qui gère la maquette. La question, c'était comment intégrer de nouvelles modifications sur la base de l'existant, c'est ça? Voilà. Ok. Donc, sur un grand site, ce qui est très important, c'est le géoréférencement. Ça veut dire que pour que tout soit traçable et qu'on puisse faire des campagnes successives, je pense à Flamanville par exemple, j'ai un cas d'usage après qu'on va présenter. Très grand site, 2 km, 3 km de long. Donc, on a un point de référence et un ordre géographique. On utilise des technologies de géomètre. Ensuite, à partir de ce point de référence, on va cheminer jusqu'à l'endroit qui nous intéresse, avec une station totale, un équipement de géomètre. On scanne, on modélise l'équipement qui nous intéresse, par exemple un DUS ou un local, bref, n'importe quel local. Et ça va être rattaché à un grand site, même si tout le site n'est pas modélisé. Et ça nous permet de mettre à jour successivement. Par exemple, si on décide de faire un pilote sur un bout d'installation, derrière, si on est intéressé pour tout faire, on est en mesure de le faire. Et si dans 10 ans, on veut comparer ce qui a été fait il y a 10 ans avec des modifications, on peut le faire et on peut intégrer des phases dans le jumeau numérique. Dans le jumeau, en fait, il faut bien comprendre qu'on accompagne la vie de l'installation industrielle. On est vraiment sur un clone. On est sur quelque chose qui, si ça ne vit pas, c'est mort. Ce n'est pas un jumeau, c'est juste une pâle copie. Et donc, la modification se fait directement dans le jumeau lui-même, ou on passe par un AutoCAD qui s'est repris ensuite manuellement par quelqu'un qui pilote la plateforme. Alors Répétez la question, s'il vous plaît, pour les ouais. Comment réalise-t-on la mise à jour? Est-ce qu'on passe par un logiciel métier ou est-ce que c'est directement dans la plateforme? Eh bien, c'est en passant par un logiciel métier. C'est indispensable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois être simple et sophistiqué. Donc, la mise à jour, c'est on scanne d'abord. Il y a une opération de terrain. Je vais en parler après. Ensuite, on saisit de la donnée. On va modéliser et on va rentrer de l'information. Et ensuite, on va exporter vers la plateforme ces données-là. Et on va exporter que les informations dont on a besoin. Cet export, il est automatique? Cet export, il est automatique. On appelle ça du mapping. On va en fait passer par-dessus les informations qu'il y a dans le logiciel métier pour avoir quelque chose de simple et de structuré. Parce que je me suis mal exprimé, mais ce que je voulais dire, est-ce que le jumeau numérique va chercher les informations dans le logiciel technique? Ça correspond à ça. Est-ce que le jumeau numérique va chercher sa mise à jour directement? La structuration des données permet ça. C'est ça. En fait, on utilise ce qu'on appelle des plugins. Donc, ce sont des logiciels à l'intérieur de logiciels qui sont des logiciels propriétaires à nous, dont on a la licence,
pour pouvoir faire ça, exporter automatiquement. Par exemple, avec Clemcy et Suez, c'est exactement ce qu'on fait. Partage d'informations. Puis après, je passerai au cas d'usage, ça sera peut-être un peu plus parlant pour vous. Partage d'informations, c'est un outil qui permet, un peu comme WhatsApp, hein, de faire un chat dans un objet. Je suis sur le terrain, je vérifie quelque chose sur les échappements, il y a quelque chose qui ne va pas, je prends une photo, je la poste dans l'objet. Ensuite, il y a mon chef qui reçoit la conversation, qui lit, soit l'information est validée, soit elle est discutée et puis elle est refusée. Il y a une validation. Il n'y a rien qui est automatique, tout doit être contrôlé humainement. En fait, ce qu'on essaye de reproduire là-dedans, c'est la collaboration réelle. Sinon, ça passe pas. C'est la collaboration réelle autour d'une table, en fait. Mais avec une remontée d'informations qui est immédiate et donc du coup beaucoup moins de pertes en ligne. Il y a énormément de contrôles sur site qui sont perdus dans la nature parce qu'on a perdu la feuille, parce qu'on n'a pas fait de compte rendu en temps et en heure, parce qu'on a oublié quelque chose. On est beaucoup plus précis sur les groupes familiaux aujourd'hui qu'avant. Il y a une traçabilité, tout ce qui est les écrits restent, hein, comme on dit. Donc, quelques cas d'usage, et puis à la fin de la présentation, je pourrais vous montrer, pour ceux qui le souhaitent, le vrai logiciel qui fonctionne, parce que je l'ai amené sur mon ordinateur. Oui ? Oui, pardon, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. J'ai écrit. La personne qui prend la photo, elle est en vrai dans l'installation. Oui. Okay. Oui. Sur le terrain. Voilà, elle est sur le terrain, elle. Ouais. Ok, d'accord, j'ai compris. C'est-à-dire, on construit les jumeaux numériques et après, si on veut les faire vivre et on veut apporter des modifications, hein, parce que qu'est-ce qui se passe? Que des fois, on va concevoir une installation, hein, et on va se retrouver sur place. Bon, on est, par exemple, dans ces cas-là, on est en Guyane ou on est en Ouzbékistan, et puis on a loupé des choses. Hein, donc, on va être obligé de modifier. Hein. Par exemple, en Ouzbékistan, s'il loupe les fondations à cause du gel, hein, il faudra les faire à côté, d'accord, hein, il faudra trouver une solution. Donc, ces solutions, ce qui se passe dans les terrains, on peut, hein, après validation, les renvoyer sur les jumeaux. Et que les jumeaux, il se modifie de lui-même, il est vivant. Et il sera toujours vivant. Je suis repassé brièvement sur ce slide. En fait, ça sont des champs infinis. Ces onglets, c'est infini. Et donc, quand on dit on met des photos dans un objet, c'est un onglet supplémentaire avec des photos ajoutées. C'est des photos attachées, en fait. Tout est centralisé, mais par contre, tout est classé par objet. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les objets ont une codification. Et donc, les codes ECS chez EDF, mais ça peut être une autre codification pour d'autres clients. Et, KKS. Et donc, ça permet de faire une notice de montage. Donc, les cas d'usage. J'ai une question oui concernant l'amélioration du REX. Ça, c'est une problématique dans toutes ouais. les entreprises. Qu'est-ce que vous entendez, amélioration du REX? Où on peut avoir le REX, le retour d'expérience sur une installation, qu'on est confronté en permanence, on fait des documents et des documents qui sont stockés on ne sait pas où. Tous les jeunes qui arrivent par la suite, voilà. Ils n'ont pas ces informations. C'est la personne qui l'a fait, le document qui a la personne. Bon. Est-ce que dans ce document-là, dans cette solution, jumeau numérique, vous avez un pavé retour d'expérience d'une telle installation? Voilà, on a construit les jumeaux, d'accord? On a construit l'installation, d'accord? L'intéressant de ça, c'est que tu peux photographier ou scanner ton installation telle qu'elle fait, la SBIL de l'installation, hein, et tu peux, disons, les mettre comme information. Hein. Un ingénieur nouveau qui arrive, qui débarque là, hein, et il dit, bon, il me faut de l'information sur cet objet-là. Hein. Donc, il va cliquer là, il va choisir, hein, la phase où il est, s'il est en commissioning, ou il est en opération, ou il est en construction, hein, et il va trouver l'information. Hein.
En fait, tout est centralisé. Tout est centralisé. D'accord, mais qui rentre cette information? Parce que c'est là, le superviseur, il a l'information, Oui. il sait ce qu'il a fait, Oui. ce qu'il a trouvé, ce qu'il a fait comme modification, comment le faire rentrer. Il y a quelqu'un qui doit être en permanence, qui C'est doit là. récolter Non, ces non, informations. non, ça va dans une base de données. Oui, mais qui Bah, En fait- si tu as généré, par exemple, des G2E, Oui. hein, bon, à un moment donné, on va signer la réception de l'installation et tu débarques avec tous tes G2E, système par système. Hein. Ces jours-là, hein, tu vas les rattacher, et même tu les auras rattachés avant, mais les définitifs, tu vas les rattacher sur ta base de données. Si tu as tes procédures d'essai, ou tes R2E, tu vas être obligé de les rattacher. Si tu n'arrives pas avec cette information, je n'accepte pas, je ne signe pas la réception. C'est D'accord? Donc, c'est. concret. Je Ouais. crois que la question, c'était concrètement, en fait, Oui. c'est ça. Ouais, c'est ça. Concrètement. Concrètement, on récolte l'information. Je donne un exemple tout bête. Hein. Un moteur qu'on doit sortir. Oui. Et on n'a pas prévu de travailler pour le sortir. Bah, on va Parce que le bureau d'études, Oui. l'ingénieur, Oui. voilà, le moteur Oui. est là, il faut le sortir pour la maintenance ou sortir pour le remplacer. Mais il n'y a pas Il n'y a pas eu d'études. Il n'y a pas eu d'études, voilà. Hein. Et on a fait la modification sur site et on met ça dans le retour d'expérience. Faites Oui. attention. Et c'est ça, cette information, elle sera où? Qui va la récolter, la renseigner? Bah, S'il y a un bah, PC renseignement? C'est lui qui a exécuté l'opération. Oui. Il va avoir un résultat. Donc, il a des procédures d'exécution. Hein. À un moment donné, il va les valider. Hein. Et pour qu'elle apparaisse, il va être obligé Alfredo. de la rentrer Alfredo, dans les jumeaux. Alfredo, il faudra que tu viennes ici pour parler, je pense. Parce que c'est Il vous en le va. micro. Le micro Ah, est ben, là. je suis là. Bon, d'accord. Bon, d'accord. J'y ai déjà parlé. Là. Je vais- J'ai pas plus. Je vais, Il faudrait peut-être essayer de terminer l'exposé avant d'être dans la discussion, parce que sinon, on va Ouais. Mais il y a une question à la fin, messieurs, dames. Donc ça va être plus concret, puis ça va peut-être aussi répondre à certaines questions. Cas d'usage. Donc là, on est sur Flamanville. Flamanville. On a des formes complexes, sont des protections passives qui protègent des câbles, sont des formes molles qui sont rajoutées sans trop de On plan. appelle ça l'enrubanage. C'est de l'enrubanage. Des schémas des câbles. C'est de l'enrubanage en silicone. Tu veux Ces formes sont molles et sont ajoutées sans plan précis et sans connaître le poids exact de chaque morceau. Ça pose un problème de justification sismique. Et C'est donc- l'ASN qui a relevé ces problèmes-là. En fait, on a fait, il y a plus de 200 et quelques sculptures de Picasso comme ça. Ils les ont fait n'importe comment. Donc, problème à Flamanville, EDF, la ASN arrive et il dit quel est le poids de ces sculptures-là. Et personne ne savait répondre. D'accord? Et c'était jusqu'avant le démarrage. Donc, envoyer des équipes, mettre des échafaudages et commencer à mesurer Avec un mètre ruban, c'est compliqué. à la chilienne, impossible. Hein? Donc, on leur a proposé une solution, c'est ces photos ou scannerisation de ces objets-là, en connaissant la masse volumique de ce qu'il y a là-dedans. Hein, on arrivait à avoir des volumes et on pouvait calculer la chose. Et donc la solution Voilà. consiste à scanner le local. Voilà. Oui. Donc un scan, c'est un jour, 200 mètres carrés. Donc au mètre ruban, je ne sais pas combien de temps ça prend, mais Échafaudage, ça sera beaucoup blocage plus long. de l'installation, pas possibilité de Ensuite- démarrer. Donc, Ensuite, c'était on la totale. modélise. Voilà. Ensuite, on modélise chaque forme. Chaque forme a une codification. Et ensuite, on fait une nomenclature. Donc, j'expliquais ça tout à l'heure. On a le triangle sacré, base de données, nomenclature, la 3D, et puis les PID et les unifilaires, donc les schémas 2D, qui vont permettre d'agencer les objets les uns entre les autres. Et donc là, on voit la 3D, mais ce n'est pas qu'une 3D. C'est une 3D avec de la data, c'est-à-dire une nomenclature d'objets, un volume d'objets, un poids volumique, et ensuite une masse. Ce qui permettait après de recalculer tous les attaches des schémas des câbles
hein, pour les rendre, disons, en accord avec la réglementation sismique. D'accord? Dans ces cas-là, 2 sur l'échelle de Richter, tout tombait. D'accord? Donc il fallait renforcer. Donc les avantages, là on parle de vérification telle que construite, qu'on va implémenter dans le jumeau numérique. Sur Frémanville, il existe des tonnes de 3D, mais on va intégrer dans la 3D existante, on va intégrer juste les parties qui nous posent problème, juste la modélisation des enrubanages. Donc un arrêt de tranche qui est avec une durée qui est très faible, une modélisation, un contrôle qualité avec un gain de temps et de traçabilité, parce qu'en fait on va exactement géoréférencer les objets, et une analyse de données qui permet une amélioration des process et donc aussi un confort de travail, il faut dire ce qu'il y a, parce que quand on visualise en 3D, quand on a juste un scan à mettre, alors que sinon avec un mètre ruban puis une forme molle au mètre ruban, c'est pas facile, alors que le scan, il épouse vraiment toute la forme, quoi. Donc, dernier cas d'usage, c'est la centrale du Larivot. Donc on voit une cellule moteur. Une cellule moteur, donc le site entier. On a 7 moteurs avec 2 tranches. Et donc, cette maquette rassemble trois entreprises. On a VGP, on a Vinci Construction et on a Varzilla qui est le motoriste. C'est un consortium. Ce que vous voyez à l'écran, c'est une fusion, une synthèse des documents d'études de 3 sociétés qui travaillent chacun de leur côté. Très compliqué. Et nous, ce dont on a la charge chez Sonabim, c'est de réaliser les futures cinématiques de maintenance de l'ensemble de ces 3 sociétés, avec une entente qui est bonne, mais qui n'est pas cordiale tout le temps. Mais en tout cas, même si tout se passe bien, ça nécessite de faire des vérifications et puis de faire des ajustements entre les différentes sociétés. Donc là, par exemple, on a une centrifugeuse ici, donc c'est tout petit sur le dessin, mais c'est très lourd en vrai, et on doit vérifier si elle peut faire le tour du moteur. Là, on a un pont roulant à ce niveau-là. On va vérifier qu'avec le pont roulant, on va pouvoir aller maintenir le moteur et en même temps maintenir des objets qui ne sont pas installés par Varzilla. Ce pont roulant va servir pour plusieurs choses. Combien de temps vous a fallu pour faire ce modèle? Combien de temps pour le modèle? Alors le modèle, on ne l'a pas fait. Nous, on a récupéré les modèles. Nous, on a récupéré les 3D. On peut le faire de A à Z. Hein? Mais nous, on a récupéré les modèles et on l'a amélioré et on l'a rendu intelligent parce que c'était un dessin. Ça, c'est un modèle de conception. La question, c'est est-ce que c'est un as-built ou un modèle de conception? C'est un modèle de conception qui aujourd'hui, il est en train de se construire. Hein? C'est-à-dire que tous les sous-bassements, aujourd'hui, tous les génies civils, il est en cours. Là, les pieux sont en train d'être faits. Voilà. En fait, ce qu'on expliquait tout à l'heure sur le cycle de vie des installations industrielles, c'est qu'on peut intervenir à chacune des étapes individuellement, tout en gardant la cohérence de l'ensemble. Et en fait, ce qui est intéressant sur ce cas d'usage-là, et je pourrais vous montrer l'exemple sur mon ordinateur, c'est que on travaille avec 3 sociétés qui ont des habitudes différentes, et on va malgré tout pouvoir réaliser des cinématiques de maintenance, faire bouger le modèle en cohérence globale et que ça soit révisable. Parce que tout est codifié. Eux tels qu'étaient construits tous ces dessins-là, ils ne pouvaient pas cohabiter. D'accord? Et nous, on a introduit, par exemple, la codification SES là-dedans pour pouvoir les faire parler entre eux. D'accord? Mais autrement, il était inutilisable. Hein? Donc, après, j'ai quelques screenshots parce que j'avais prévu de faire une démo temps réel, mais c'est pas possible techniquement. Par rapport à la centrale du Larivot, ce qui est intéressant, c'est qu'on va intégrer aussi de nouveaux objets, notamment les engins de levage et les engins qui vont assurer la future exploitation de l'installation. Donc on va mettre des manuscopiques, des chariots élévateurs, des gerbeurs, des ppm. Et tous ces objets-là, en fait, c'est pour ça qu'on parle de jumeaux numériques,
ça va, comme la vie de la future centrale, c'est ce qui va être la centrale. Et puis peut-être même plus tard, on pourra mettre les gens dedans, savoir comment ça évolue. Et donc ce dont on a fait l'expérience sur ce jumeau numérique, c'est la maintenance de tous les objets, on va dire, stratégiques, qui ont très peu de redondance, avec une criticité importante, comme disjoncteurs, motopompe incendie, les carters, tous les objets que si ça lâche, on n'a plus d'électricité. Et donc, comment on fait pour les maintenir super vite? Comment on anticipe tous les problèmes? Est-ce que ça passe par la porte? Est-ce que on a suffisamment d'espace techniquement pour... Là, par exemple, on est en train de simuler. Ici, il y a des silencieux. Les silencieux, c'est des objets très volumineux, ça pèse 2 tonnes. Ce n'est pas le poids vraiment qui pose problème. Mais est-ce qu'on a la hauteur sous crochet pour passer le silencieux? Dans quel couloir technique on peut le passer? Et tout ça avec, je le répète, 3 sociétés qui ont des intérêts communs, mais qui ont aussi des manières de fonctionner différentes. Et un client, PEI, qui demande un certain nombre de choses. Et PEI, ils sont écrits un certain nombre de contrats, hein, et on se rend compte que les contrats, ils ont été écrits, bon, là on s'est rendu compte, par des gens qui n'étaient pas forcément du métier, hein, ou qui n'avaient pas, si vous voulez, la culture EDF de l'époque. Hein. Donc on fait beaucoup de rajouts dans ces installations. Là, je vais vous montrer, puis je terminerai là-dessus. Je vais vous montrer des... Laissez-le changer. Allez, pardon. Je suis impatient. Voilà. Tu peux l'agrandir comme ça? Voilà. Donc là, par exemple, c'est un screenshot de travail. Je n'avais pas prévu de montrer ça aujourd'hui, mais où, vous voyez ici, on a une ppm de 150 tonnes. Qui est en fait la seule, c'est la ppm la plus grosse qui est en Guyane. Elle est du côté d'Ariane, vers Kourou. Et sur le toit ici, donc là on a les moteurs qui sont là en dessous. En fait, ça permet de refroidir. Les aéroréfrigérants, ça. Les aéroréfrigérants des moteurs. Et donc ce qu'on a identifié avec les concepteurs de l'usine, enfin de la centrale, c'est que les objets les plus lourds et les plus contraignants et qui nécessitent aussi un entretien régulier, c'est tous les 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est variable, sont les aéros. Et donc la seule manière d'aller les chercher, c'est une ppm. On a étudié aussi le portique ou des choses comme ça, mais la ppm est sans doute le moyen le plus simple. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a simulé chacune des positions, et donc avec la BAC qui correspond à la ppm de 150 tonnes plus la rallonge, je vous passe les détails techniques, on sait qu'on peut aller chercher 2 tonnes en bout de flèche ici. Voilà, en fait, on arrive à simuler l'enlèvement de chacun des objets, hein, et on calcule les temps, les timings et tout ça, parce que bon, en fonctionnement normal, on va voir une dizaine de ventilos à changer ou un moteur à changer. Donc bon, on va enlever les modules, on va les mettre par terre et on va mettre un module de remplacement. D'accord? Mais bon, il fallait faire un par un pour démontrer que c'était la meilleure solution. Comment ça s'appelle? Luciana. À Luciana, on avait les mêmes systèmes, les mêmes types de bâtiments, et on avait mis des portiques. Hein. Ils se sont rendus compte qu'avec les portiques, ils n'arrivaient pas à faire ça rapidement. Hein. Donc, au niveau REX, c'est un REX qui vient de Luciana. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ça. Donc ça, c'est un screenshot un peu plus technique, mais qui permet de montrer qu'on peut sortir un préchauffeur et puis de quelle hauteur sous crochet on dispose. Donc là, on a 2,66 m. Et en fait, ce qui est vraiment très nouveau,
c'est aujourd'hui que l'intelligence qu'il y a à Paris, en Finlande, que sais-je, on puisse la réunir autour d'un même support, le partager, en plus maintenant avec les visios, les gens ont pris l'habitude, et d'avoir une synthèse parfaite, de discuter des vrais problèmes en 3D, et puis d'en garder la trace. Et tout est révisable. Ça veut dire que quand la maquette Varzilla, par exemple, elle est réactualisée, j'ai juste à actualiser mon lien, et vu que les codes sont les mêmes, eh bien, ce que j'ai fait il y a une semaine, je n'ai pas besoin de le refaire. Donc les vidéos de maintenance, enfin, tout est révisable. Vous aviez une question? C'est en phase de construction. Est-ce que les modèles se construisent à fur et à mesure ou il est déjà constitué et les constructeurs s'adaptent? Donc, comment ça se passe? La question en phase de construction, est-ce que le modèle s'adapte ou est-ce qu'il faut le refaire à chaque fois, c'est ça? C'est ça. Alors le modèle s'adapte. On parle en conception, on parle de 30% projet, 60% projet, 100% projet. On va clarifier, préciser au fur et à mesure. Donc au départ, on est sur, en anglais, il y a beaucoup d'acronymes anglais. On parle de level of details. Donc en 30%, on va être en lot 200. On va passer en lot 300 et en phase d'exécution, on va terminer en lot 400. On va dessiner les boulons, etc. Aujourd'hui, sur ce que je vous montre, on est sur un 60% projet. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir identifier les hauteurs techniques, les encombrements techniques, mais on ne va pas être dans la précision de la construction des choses, des éléments. Et je dirais même par rapport à nous, ce qu'on fait en cinématique, ça ne nous intéresse presque pas. Ce qui nous intéresse, c'est structurellement, vous voyez, on faisait la simulation avec la PPM, c'est si demain la centrale elle démarre, est-ce que le disjoncteur général, je sais combien de temps j'ai besoin pour le changer? Est-ce que tous les dispositifs de sécurité, incendie, je sais combien de temps je mets pour les changer? Quelle redondance j'ai? J'ai 2 pompes ou 3 pompes? Est-ce que j'en ai une de rechange? C'est ça qui va nous intéresser. Après, tous les détails, ça va se mettre en place au moment du commissioning, au moment de l'exploitation. Voilà. Est-ce que je comprends toutes les informations qui sont somme toute assez statiques, je trouve. Est-ce qu'on peut, ou est-ce qu'on va aller vers quelque chose d'un peu plus dynamique, typiquement de la réalité virtuelle pour que les opérateurs puissent, grâce à toutes les photos qui ont été prises et grâce à l'environnement, pouvoir simuler un déplacement à l'intérieur, des choses plus dynamiques aussi, telles que des essais de fonction, on augmente la température, comment réagit mon dispositif. Alors la question concerne le côté dynamique du jumeau numérique, donc là je suis sur une présentation statique, parce que c'est pas mon ordinateur. On a les démos, les cinématiques, elles sont dans l'ordinateur, mais on pouvait pas mettre les cinématiques dans la... Je comprends bien que oui. Est-ce que donc je comprends aussi qu'on peut très bien simuler une réalité virtuelle avec une personne, un opérateur, pour se former, Tout à fait. peut à distance se comporter comme s'il était sur la... Oui, en fait... La maquette ou les jumeaux numériques, on peut l'utiliser, par exemple au CIT à l'époque, on avait utilisé tous les systèmes des lunettes pour se retrouver dedans et on peut utiliser les jumeaux en tant qu'outil de formation. Parce que dans toutes les phases que je vous ai expliquées là, il y a une grande... toutes les phases de vie de l'installation, il y a la formation qu'on peut la mettre en amont dans tous les... Et donc, évidemment, on peut y aller à démonter la vanne devant soi, si on veut. Tout est une question en fait de granulométrie. Voilà. Là, l'exemple qu'on montre ne permet pas de faire ça, mais par contre, sur un sujet très précis, comme par exemple le carter du moteur, ou vraiment les sujets où il y a besoin, on va y aller. Mais il y a beaucoup de sujets, ça sert à rien en fait. Parce que... On sait faire partiellement. C'est ça. Je pense que ça serait vrai. On fait aussi à la demande du client. Par exemple, les clients, ils nous disent, par exemple, faites-moi les cinématiques de tous les objets de plus de 25 kilos. On les fait, les cinématiques de tous les objets de plus de 25 kilos. Il faut les démonter, d'accord?
hein, une vanne, une pompe. Hein. Mais attention, quelqu'un qui va travailler sur un poids de 15 kilos, hein, il faudra le faire peut-être aussi. D'accord? Donc là, on dit, nous, par exemple, au client final, par exemple, dans notre cas, c'était PEI, dit 25 kilos, ok. Hein? Mais si on regarde comment ça s'appelle, les trucs les bouquins bleus, là, les cahiers de prescription, d'EDF, si je les prends, c'est pas 25 kilos, les gars. Hein? C'est plus bas. Hein? Si j'ai fait travailler quelqu'un avec un objet de 15 kilos et les gars, il s'est fait mal, hein? Donc il y a des choses comme ça aussi qu'on peut intégrer. Hein? On va conclure la présentation et puis laisser la place officiellement aux questions, même si ça a déjà démarré. Ce qui serait intéressant quand même, c'est à un moment donné de montrer les cinématiques aux gens qui sont présents. Bon, on ne peut pas les montrer on ne va pas le faire tout de suite. Voilà. Mais il faut expliquer aux gens. Oui, oui. On va remercier vos présentateurs. Donc, on a bien entendu la discussion. Enfin, il est évident que pour tous les gens, et on est plusieurs qui ont déjà fait du chantier, ça parle, hein, ce genre de choses. Je reviens des problèmes qu'on a rencontrés et je suis sûr qu'on a porté à l'époque. De mon temps, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de fracture numérique. S'il n'y a pas de numérique, il n'y a pas de fracture, forcément. Mais en revanche, la fracture entre le bureau d'études et la production, ça je connais. Hein, ça, effectivement, la non-discussion entre les techniciens de bureau d'études et les lettriers, je suis pas sûr que c'est beaucoup changé quand même aujourd'hui, mais ça reste un peu problème. Bon, on peut prendre peut-être les questions sur Internet. Oui, effectivement, j'en ai déjà une. Donc, c'est Patrick Prouveau qui demande... Bon, alors, c'était au milieu de la présentation, donc c'est peut-être un petit peu décousu. Donc, avez-vous imaginé faire un lien avec le suivi des fabrications pour avoir les caractéristiques finales des équipements? Pour les éléments de conception, par exemple le moteur que je montrais là sur le jumeau numérique précédent, on est sur un objet industriel... c'est un objet industriel. Par exemple, on est relié avec les constructeurs, donc les constructeurs qui nous ont vendu une vanne, ils vont nous envoyer les maximums de documentation qu'ils ont eux. Donc on peut reprendre la documentation, par exemple, des vannes d'un équipementier, hein, et l'éclater pour la montrer d'une certaine façon. Hein. Et toute la documentation, datasheet, etc., elle est connectée au fur et à mesure. Ouais. Là, aujourd'hui, sur le jumeau numérique qu'on vous a montré, les consultations ne sont pas toutes terminées. Ils ne sont pas toutes finies. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes dans lesquels ils sont encore en consultation. Mais ce que nous, on dit, par exemple, par connaissance, on dit réclamer telle et telle information pour qu'à un moment donné, les manuels de chaque équipement ou de chaque système, ils soient complets. Hein. De toute façon, les clients finaux, ils ne nous laissent pas démarrer l'installation si tous les G2C, comme on appelle, ils ne sont pas présents. D'accord? Et donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On renseigne une base de données et ensuite, avec un seul clic, avec comme pivot le code ECS, dans le cas d'EDF, on va octroyer un objet qui a tel code, on va lui donner tout ce qu'on a mis dans sa ligne. Donc la datasheet, la G2E, etc. Et c'est automatique. Donc c'est la base de données qui est le terreau fertile du jumeau numérique, c'est pas la 3D. La 3D, c'est une conséquence. S'il vous plaît. Deuxième question Internet, on prendra dans la salle. Alors, enregistrez-vous par exemple les non-conformités pour assurer la traçabilité sur le long terme? Moi, je le fais pas personnellement, parce que là, on est en stade de conception là, sur ce projet, mais c'est tout à fait possible. Oui, s'il vous plaît, après la mise en service industriel de l'installation, qui est propriétaire du jumeau numérique? C'est la propriété du jumeau numérique, excellente question. La propriété du jumeau numérique, c'est le client. Le client final. C'est le client final. Et en fait, nous, notre vision, c'est de vendre au client final le jumeau numérique et les moyens d'en disposer. Et ensuite, ce qu'on lui garantit, c'est, grâce à l'open source, à l'open BIM, c'est d'avoir
une ouverture totale sur les prestataires qu'il choisit pour nourrir son jumeau. Oui, parce que les systèmes informatiques vont évoluer dans la durée de l'installation. Et il faut garantir que le système sera toujours exploitable. Donc on est dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. On est sur le format. C'est la question que j'allais poser, voilà. On La est- durée de vie d'un système informatique, parce que maintenant on est confronté à des fichiers qu'on ne peut plus ouvrir parce que Ouais. c'est. C'est la durée de vie qu'exige ton client. Donc dans les cas d'EDF, je sais pas, 30 ans, 50 ans, et il faudra qu'on vive jusque-là. Nous, on est sur un format qui est stable depuis une vingtaine d'années, qui est le format IFC. Et les standards sur lesquels on s'appuie, c'est des standards anglo-saxons qui existent aussi depuis une vingtaine d'années. C'est l'Unicode. L'Unicode, en fait, c'est une classification, c'est une catégorisation d'objets. La nomenclature industrielle fonctionne comme ça, en fait. Hein. C'est certainement des contraintes majeures, oui. J'ai une question, j'ai deux témoignages. Je suis EDF et encore en activité jusqu'à la fin de l'année. Le premier, par rapport à ce qui a été dit, c'est que le jeu numérique est une manière de cloner une réalité. C'est clairement un game changer. Et qu'à partir de 2035, on ne fera pas deux tranches, on ne concevra pas deux tranches de PR par an si on n'a pas ce type d'outil. Donc c'est absolument clé dans l'optimisation, l'industrialisation de la construction des futures centrales. Flamanville était un exemple à part, 13 ans de tests, etc. Là, il faut rentrer dans une phase qui n'est plus du run, qui est du build, avec deux centrales, deux tranches par an à livrer à partir de 2035. Le deuxième témoignage que je voulais apporter, c'est sur le fait que le jeu numérique, ça ne sert pas effectivement que le monde industriel. Et on a un exemple, par exemple, sur la ville de Mulhouse, qui a un quartier qui s'appelle peu importe le nom du quartier, c'était une filature qui était là. Ce quartier, c'est devenu une friche industrielle, et leur idée, c'était de voir comment, sur ce périmètre-là, ils allaient remplacer une industrie par des gens qui vont habiter, qui vont travailler, qui vont se déplacer, etc. Et donc la question du jumeau numérique s'est posée assez rapidement, et donc on s'est toujours embarqué côté EDF là-dedans, parce que justement on a eu cette expérience-là des sites nucléaires, pour, sur la base de données existantes et de cas d'usage, les fameux use cases qui sont absolument clés, imaginer avec eux comment transformer ce quartier sans avoir donné un seul coup de pelleteuse. Tout ça c'est quand même assez embêtant, mais imaginer comment les habitants pouvaient mieux vivre, se déplacer, avoir des énergies décarbonées, des mobilités électriques, une préservation de l'eau, de la biodiversité, etc., etc. Et donc tous ces use cases sont en train d'être rentrés là-dedans pour voir comment transformer ce quartier uniquement avec cette maquette numérique et sans avoir à donner le premier coup de pelleteuse. Et ça, c'est en train de fonctionner. Alors, ça soulève deux difficultés. La première, ça a été un peu indiqué, c'est la question des données. Enfin, vous l'avez dit à l'instant, elles deviennent vite massives. Et là, ce sont des pétaoctets de données à manager. Et donc la question du big data est clairement adressée. Donc il faut, et c'est une des solutions qu'on a dans le jumeau numérique, je ne sais pas si vous l'avez fait, j'imagine que oui, c'est que la donnée, elle n'est pas unique, elle est contextualisée. C'est-à-dire que la donnée, elle est avec un environnement, et elle a une valeur par son contexte. Par exemple, une donnée de température, une donnée de pluviométrie, une donnée de recharge de batterie de voiture électrique, elle est contextualisée. Et le deuxième sujet aussi très important, c'est que quand on veut faire le lien entre la donnée et les cas de figure qu'on veut étudier, on évite quelque chose qui est systémique et très très complexe, ce qu'on appelle le spaghettiware. Et donc le jumeau numérique, il permet aussi de rendre intelligent, de sortir de ce pâte, de ce spaghettiware, pour en faire quelque chose qui est digéré. Donc des données contextualisées, une vision avec des couches d'intelligence, qui font que, alors, je l'ai dit plusieurs fois à l'instant, on rend les choses intelligentes et simples, sinon on ne peut pas avancer là-dessus. Voilà, donc le jumeau numérique peut s'adapter aussi à plein d'autres sujets, comme l'adaptation des territoires et des quartiers. Oui, alors, Emmanuel. Alors moi c'était une question, ça vous prend à peu près combien de temps pour modéliser un ouvrage comme ça avec la précision Alors, combien de temps prend la modélisation? C'est vraiment variable. C'est variable par rapport à la taille des équipements et par rapport au niveau de précision et ce qu'on veut en faire. Là où je peux donner des chiffres à peu près carrés, c'est sur les gares par exemple. Une gare, ça va être entre 3 semaines et 4 semaines sur un niveau de détail assez élevé. Sur les gares, il y a un gros enjeu parce qu'il y a des enjeux d'accessibilité, il y a des enjeux de synthèse avec les réseaux,
Il y a des enjeux avec les caténaires, avec les rails. Il y a très peu de variations géométriques entre le dessus d'un rail et le dessus d'un quai possible. Et donc, la SNCF a vraiment beaucoup d'intérêt autour de ça. Et donc, là, on tombe sur des ratios qui sont à peu près les mêmes tout le temps. Alors maintenant, par rapport, juste pour donner une idée, par rapport à l'arrivée, là, en fait, on s'est fait les dents là-dessus parce que on récupère une maquette 3D, on essaye de la rendre intelligente. Donc, à la fin, on te donnera un ratio sur les mégawatts installés, combien ça coûte les jumeaux. De toute façon, personne ne l'a fait. Donc, jusqu'à maintenant, EDF a fait de la 3D, du PDMS, mais il n'a pas poussé jusqu'au stade où nous, on est actuellement. D'accord? En sachant que ce que nous sommes en train de faire, on découvre pas mal de choses qui pourront nous servir à l'avenir. Par exemple, nous, on est en train de rédiger, par exemple, les G2E de chaque système, et on se rend compte qu'en fait, on pourrait mettre des milliers de pastilles parce qu'il y a des cinématiques, mais bon, il faut s'arrêter là où les clients ils disent, bon voilà, tous les équipements qui sont absolument nécessaires pour le fonctionnement de l'installation, ou qui m'arrêtent l'installation, il faut les prévoir. D'accord? Oui, merci pour la présentation. Peut-être l'avez-vous abordé, mais voilà, je ne l'ai peut-être pas capté. Quels sont les tests qui sont opérés pour tester réellement la fonction miroir, le zéro différentiel de data entre la fonction miroir, le jumeau numérique, et l'unité de production, l'unité l'opération centrale. La question, quels sont les tests pour vérifier la précision prétendue des outils qu'on utilise? Donc là, c'est une question qui, je pense, parle du scan to BIM, scan 3D qu'on va transformer en modèle. Donc là, on utilise des techniques de géomètre, c'est-à-dire on recalibre nos appareils, et puis surtout, on va boucler pour vérifier les erreurs. Donc les centrales, c'est pas vraiment ça le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est quand on a des cheminements aveugles, comme par exemple des galeries de mines, où là, il nous faut des cibles, et donc on va faire deux techniques. On va utiliser des sphères qui vont jalonner le cheminement, et on va faire des stations totales. Donc c'est un équipement qui permet de savoir exactement où on est par rapport à une référence connue. Et donc ça va nous permettre de corriger les erreurs qui peuvent être importantes si on ne le fait pas. Donc on peut avoir des erreurs de l'ordre de 50 cm. Quand on veut beaucoup de précision, comme par exemple sur du quai, on peut faire que du trépied, que du scan sur trépied. On ne peut pas faire de drone, on ne peut pas faire de sac à dos, ou de lidar, ou de choses comme ça. C'est beaucoup trop précis, quoi. Et donc, aujourd'hui, on a des garanties, on a une assurance pour ça, mais on n'a jamais eu de problème sur... Encore une question ici, on a encore une ou deux sur Internet, ils peuvent prendre bien un coup quand même. Oui, alors c'est pour fait que ce sont des questions sur l'identité de Sonabim. Si c'est possible, alors c'est pas du tout des questions techniques, mais depuis combien de temps vous existez, combien de collaborateurs, tout compris parmi les fondateurs, est-ce que vous avez des partenaires extérieurs, comment vous travaillez en fait? Comment on travaille? Combien êtes-vous? D'abord, combien êtes-vous dans votre entreprise et depuis combien vous existez? On est quatre associés fondateurs. Dont vous deux? Non, il fait partie des associés qui sont venus après. On est 4 associés cofondateurs en fait. Donc moi-même, je suis architecte, j'ai travaillé aussi comme technicien dans le BTP. J'ai un associé qui est développeur, qui fait qui dirige tout le code en fait, qui s'appelle Pierre Navarra, qui a écrit aussi pas mal de bouquins au niveau national dans le BIM, chez Erol et autres. Voilà, je pourrais vous donner les références après. Jérôme Beauchesne qui assure tout le management du BIM, et puis Estelle Caillot-Dupont qui, elle, dirige tout le outsourcing de la saisie des jumeaux. On a 3 conseillers associés, dont Alfredo fait partie.
qui sont vraiment des anciens dans le domaine de l'énergie et l'industrie. Et puis sinon, on a des sociétés avec qui nous avons des partenariats qui sont basés en France. On en a une sur la partie géomètre, donc, qui s'appelle Gexia Rail, avec qui on a un partenariat contractuel. Donc ça, c'est sur la partie relevé scan, relevé drone, et on fait aussi différentes techniques de géomètre. Et puis on a un deuxième partenariat avec une société qui s'appelle Omnia, avec qui on travaille sur des sujets de saisie aussi. Voilà. D'accord. Et depuis combien de temps vous existez? On existe depuis 3 ans. La société existe depuis 3 ans, mais par contre, c'est une spin-off d'une société d'architecture qui existe depuis 10 ans. Et moi, avant d'avoir créé cette société d'architecture, je travaillais déjà dans le BIM en tant que salarié dans d'autres sociétés. Question Internet. Oui, Christian Chaput. De nombreuses interventions de maintenance et de contrôle nécessitent des échafaudages et des calorifugages qui demandent une manutention importante. Est-ce que le jumeau numérique peut le prendre en compte? Oui, tout à fait. Oui. On l'a fait sur l'Arrivo, tous les outils de maintenance. Por exemple, l'exemple que nous a donné tout à l'heure de Flamanville, hein, et la grosse problématique pour EDF, c'était comment est-ce qu'on va mesurer ça et la quantité d'échafaudage qu'on va être obligé de mettre pour aller mesurer tout ça. Hein. Donc là, ça a bloqué complètement le démarrage de Flamanville, hein, parce qu'on a compté à la première demande de EDF et de la SN 176 points de sculpture Picasso. Hein. Et donc c'était énorme. Hein, c'était énorme. Donc il fallait limiter, quoi. Donc, question Internet. Je crois qu'il y avait une question aussi, monsieur. On terminera par. Ah oui, d'accord. Parce que comme c'est le patron, c'est lui qui parlera le dernier. Patrick Perrault. Dans le cas du Larivo, si c'est le client final qui a décidé l'utilisation du jumeau numérique, quelles ont été les réactions des fournisseurs et partenaires sans lesquels rien n'est possible? Deuxième partie de la question, le remplissage du jumeau numérique était-il une obligation contractuelle pour ses fournisseurs et partenaires? Le DOE numérique, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est une obligation contractuelle pour VGP, Varzilla, enfin les membres du consortium. Après, ça n'a pas été répercuté forcément d'une manière très immédiate aux sous-traitants, aux entreprises, et donc c'est pas forcément toujours facile. Donc c'est là que nous on entre en scène, c'est-à-dire que le jumeau numérique, c'est un vœu pieux la plupart du temps. C'est peut-être en guise de conclusion que je peux dire ça. Pour que ça soit palpable, il faut que ça rende un service efficace sur le terrain. C'était un peu l'idée des cas d'usage qu'on a présentés, et c'est aussi ça le sens que ça a de venir présenter à deux. C'est-à-dire moi qui n'ai aucune expérience de mise en service, je n'ai jamais appuyé sur des boutons de vanne, de trucs comme ça, mais par contre je comprends ce qu'Alfredo me raconte, et je comprends aussi les outils qui pourraient être utiles pour améliorer le travail de ces techniciens qui, entre guillemets, galèrent sur terrain, parce qu'ils n'ont pas accès à la donnée. Et on peut rendre un service immédiat avec des choses toutes simples, à condition que ça vive. Et donc, le sujet sur les fournisseurs, pour revenir à la question de départ, avoir la belle pompe qui sort de l'usine exactement pareil dans le jumeau numérique, c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Parce qu'une pompe, qu'elle soit bien modélisée ou modélisée succinctement, les problèmes qu'on va se poser, c'est comment elle arrive, quand est-ce qu'elle arrive sur site, est-ce que j'ai besoin d'un chariot 2 tonnes ou d'un chariot 7 tonnes pour l'emmener, c'est ça. Et après, le boulonnage, etc., on verra ça dans un second temps et on va affiner si c'est nécessaire. Des fois, c'est pas nécessaire. Gilles, le mot de la fin. Petite question provocatrice. À quand le jumeau numérique particulier? J'achète ma voiture, on me dit je livre le jumeau numérique pour l'appartement. J'ai un jumeau numérique pour l'évolution, les changements simulés. Alors, je ne suis pas Madame Irma. Je pense que ça va avancer vite. Les technos, elles évoluent énormément. Aujourd'hui, donc par exemple, une boîte comme Nvidia qui fournit des cartes graphiques pour plein de choses, investit plus trop pour les ordinateurs portables. Ils investissent dans les clusters, les grosses fermes de rendu, les gros clouds. Et ça avance, mais super vite.
Demain, on pourra streamer du nuage de points en natif. Demain, dans 1 an, dans 2 ans. C'est déjà un peu le cas, en mode dégradé. Mais dans 2 ans, dans 3 ans, le scanner 3D que je ne peux même pas ouvrir avec un ordinateur comme ça, eh bien, on pourra l'ouvrir avec un flux vidéo. Et donc, ça va très très vite. Par contre, ce qui ne va pas si vite que ça, c'est toute l'intelligence autour de l'articulation de tout ça. Et nous, c'est ça qu'on vend en fait. C'est de la réflexion, de l'analyse, du conseil, pour rendre intelligent toute cette capacité à préfigurer, simuler, il nous faut les vieux collaborer. pour ça. Il nous faut les vieux pour ça. C'est ça. Maintenant, donc, je peux continuer à parler, mais il y a un verre.